3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Stéphane Prévost est avec nous ce soir, directeur général de la Financière Responsable. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Pierre Bismuth de nous accompagner également. Bonsoir Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur général et directeur des gestions de Myria Asset Management, et David Belloc à nos côtés également ce soir. Bonsoir David. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez Mirova. Le sujet reste évidemment celui de l'inflation et des stratégies des différentes banques centrales. La Fed en premier lieu. Je commence avec vous, David. On aura la BCE et la Banque d'Angleterre cette semaine, mais la réunion de la Fed la semaine dernière est dans tous les esprits encore aujourd'hui, avec alors une dispersion en matière d'anticipation de la remontée des taux américains qui est quand même très très forte. Je voyais le président de la Fed d'Atlanta, Bostic, qui nous dit que son scénario de base reste celui de 3 hausses de taux cette année pour la Réserve fédérale américaine. Et puis à l'autre bout du spectre, on a, je crois, de mémoire, BofA dans les grandes banques américaines de Wall Street qui vont jusqu'à 7 hausses de taux au cours de 2022, c'est-à-dire une à chaque meeting à partir d'aujourd'hui, à commencer par le mois de mars, bien sûr. Et puis après, il y a des combinaisons, c'est-à-dire savoir est-ce qu'il faut faire d'abord 50 points de base en mars et puis peut-être un peu moins de hausse de taux de 25 points de base derrière. Bref, il y a un échantillon quand même très très large. Et donc, je voulais savoir comment vous vous situez par rapport à ça chez Mirova, mais déjà comment vous raisonnez par rapport à la situation actuelle et par rapport au dernier discours de Jérôme Powell. Alors, je dirais qu'il y a même une troisième combinaison qui est le quantitative tightening, en fait. Savoir s'ils vont commencer dès juin, juillet. Donc le bilan, vous voulez dire, hein, oui, la réduction du bilan. La réduction du bilan. Avec quelle amplitude? 100 milliards? Est-ce que c'est une target de 1500 milliards de réduction, horizon fin 2023? Toutes sortes d'études sur le sujet qui montrent qu'une réduction du bilan, simplement ne réinvestissant pas les obligations qui arrivent à échéance, sans vendre d'actifs, pourrait elle-même correspondre à un resserrement monétaire de l'ordre de 25 à 50 centimes également. Donc voilà, on peut ajouter aussi cette dimension. Alors, clairement, la Fed a semé le trouble, non pas trop au niveau du communiqué, qui était finalement assez en ligne avec les attentes. Donc, elle a acté le fait que l'inflation est effectivement plus diffuse, plus prégnante, qu'il y avait effectivement l'inflation salariale à regarder très très près. Mais plus au niveau du communiqué, de la conférence de presse en fait de Powell après, qui a laissé le marché assez dubitatif et toute interprétation possible. Oui, c'est ça. Donc, il n'exclut rien, donc tout devient possible. Et tout devient possible, voilà. C'est nouveau comme situation, ça. C'est nouveau et ça marque à la fois l'incertitude et à la fois la difficulté pour la Fed de naviguer chiffre après chiffre dans cet environnement où finalement on se rend compte que l'inflation salariale est quand même assez forte, l'ordre de 5% annualisé. Même si elle se concentre sur des bas salaires et qu'on n'a pas encore de boucle salaire-prix, il y a un sujet. On a 5 millions d'Américains qui ont quitté le marché du travail, donc un taux de participation qui est toujours faible, avec une demande forte, donc toujours une pression sur les salaires, et difficile d'imaginer que ça se calme tout de suite. Et on a aussi une pression politique très très forte sur les bras de Biden, puisqu'il y a une perte de pouvoir d'achat des Américains. Donc augmenter les salaires, mais si c'est pour ensuite subir la hausse des prix des biens et perdre en pouvoir d'achat, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Donc l'idée, c'est essayer de normaliser tout ça, et avec un prix d'énergie qui reste très très volatile, un crude à plus de $90. Et des chaînes d'approvisionnement, par contre, qui commencent à se normaliser. Donc, nous, notre scénario chez Mirova par rapport à ça, c'est de dire qu'on joue depuis le début une hausse graduelle des taux. Voilà. Là, elle était assez violente. On a eu 40 BP de hausse des taux en quelques semaines. Et ce n'est pas trop les hausses de taux monétaires, je pense, qui ont impacté ce mouvement de marché. C'est plus une chose que le marché n'attendait pas, pour le coup, c'est commencer à évoquer la fameuse réduction de bilan. Ouais. Réduction de bilan de la Fed. Le marché attendait fin 2022, début 2023. Là, on commence à voir ça arriver à grands pas. Et je pense que ça a été ça le vrai déclencheur sur la hausse des taux réels. Est-ce que c'est un outil, la réduction du bilan, là, qui peut prendre beaucoup plus d'importance que ce qu'on imagine dans la stratégie de normalisation de la Fed ? Elle est 9 000 milliards de bilan. Je pense qu'il faut évidemment qu'elle réduise. Donc, je pense qu'elle prendra son temps. Et je pense qu'y compris au niveau des hausses de taux, à mon avis, pricer 7 hausses de taux et une réduction de bilan dès le mois de juin me semble quand même assez au quiche. Vous dites qu'il se passerait quelque chose
avant que la Fed puisse délivrer cette hausse de taux en réduisant son bilan. Je pense que la Fed a une fenêtre de tir. La croissance quand même est assez robuste aux US. Le consommateur là, a été pénalisé par Omicron, mais enfin, on voit qu'il y a une réserve d'épargne de 5-6 points de PIB. On a des capex très solides et un investissement en société. Bon, on a par contre une relance budgétaire qui est clairement un drag fiscal. C'est-à-dire là pour le coup un impact négatif de PIB, mais globalement la croissance réelle attendue aux US, de l'ordre de 3,5-4%, c'est tout à fait jouable sur 2022. Donc là il y a une fenêtre de tir pour normaliser. Donc tapering, ça c'est évident, hausse des taux, et on commence à parler de réduction de bilan. Price, c'est 7 hausses de taux plus une réduction de bilan. C'est une boucle salaire-prix hors de contrôle qui n'est clairement pas notre scénario central chez Mirova. Ouais. Pierre, comment vous raisonnez par rapport, alors encore une fois, aux derniers éléments d'information, la semaine dernière en l'occurrence avec la conférence de presse de Jérôme Powell. Et moi, ce qui m'intéresse, je trouve que ça en dit beaucoup de la manière dont la Fed a évolué par rapport à la Fed qu'on connaissait sur le cycle précédent, c'est ce débat qui est ouvert sur l'idée d'une première hausse de taux de 50 points de base. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu ça dans les cycles précédents. La Fed, la philosophie de la Fed que la Fed a bâtie depuis des années était justement d'être la plus prévisible possible, la plus graduelle, la moins dure, la moins choquante vis-à-vis des marchés. Et là, on a l'impression d'un logiciel, alors qui nous ramène peut-être à des temps anciens, que moi-même je n'ai pas connus, mais d'un logiciel qui est peut-être en train de changer beaucoup plus radicalement que ce qu'on pense. Alors, nous, ce qu'on croit, c'est vraiment que la fenêtre de tir est effectivement idéale. C'est qu'on a vraiment une croissance économique très forte, une inflation aussi très forte qui a dû surprendre les membres de la Fed, puisqu'on parlait d'inflation temporaire et qui est de moins en moins temporaire. Ça s'est encore aggravé sur le front de l'inflation depuis le meeting de décembre. Voilà ce que disait la semaine dernière Jérôme Powell. Oui, et ça, en fait, c'est quand même un des mandats de la Fed. On a le plein emploi aux États-Unis, puisqu'on a moins de 4% de chômage, avec effectivement beaucoup de gens qui refusent de travailler, qui se disent qu'il y a une opportunité d'arbitrage en fait en quittant son emploi pour en retrouver un autre mieux payé. On a une croissance très forte et une inflation qui n'est plus temporaire. Donc, effectivement, la Fed a tout lieu de pouvoir mettre en place une politique plutôt hawkish et donc de réduire à la fois son bilan possiblement entre juin et décembre, et de remonter les taux d'intérêt. En tout cas, la voie, elle est fixée. Alors, est-ce que c'est 25, 50 ? Est-ce que c'est véritablement l'important ? Oui. Oui. Nous, on ne croit pas vraiment. Je suis d'accord que 2 fois 25, ça fait 50, mais c'est pas la même histoire, j'ai l'impression, quand même, de commencer par 50 que de commencer par 25. Alors, moi, je pense que ça va dépendre des anticipations d'inflation. Et les anticipations d'inflation, donc ce qui est pricé dans le marché, sont quand même relativement faibles sur 10 ans, un peu élevées sur 2 ans, mais quand bien même, on voit que le marché ne croit pas du tout à un emballement de l'inflation. Et justement, on verra en mars où on se situera sur ces anticipations d'inflation. Mais si on reste entre 2 et 2,30, je pense qu'elle fera 0,25. Si elle fait 0,50, c'est un petit peu un mouvement que j'aime bien appeler à la Jean-Claude Trichet. C'est pour réancrer les anticipations d'inflation et dire, en fait, le vrai sujet, c'est l'inflation et on sera là pour la combattre coûte que coûte. En même temps, on sait qu'il va y avoir des hausses de taux, on sait que l'économie américaine est de plus en plus auto-entretenue, et donc ça ne nous semble pas un facteur très déraillant sur les marchés, même si on a vu que le mois de janvier était parfois cataclysmique et parfois très bon, avec une dichotomie totale entre l'Europe et les États-Unis, même sur les mêmes secteurs. C'est-à-dire que vous voyez les bancaires aux États-Unis ne se comportent pas du tout de la même manière que les bancaires en Europe. Ce qui est un peu interrogeant, c'est que les chiffres d'inflation américains sont pris en Europe comme un indicateur avancé des futures hausses de taux de la BCE. Et ça, c'est vraiment déroutant. Donc, on a un marché qui est un peu cassé. On a une courbe des taux américaine qui a du mal, encore une fois, à s'équilibrer, puisque le 2 ans a très fortement remonté. Le 10 ans a des périodes de saut entre 1,60 et 1,80. Le 30 ans fait quasiment rien. Ouais. Et donc, cette courbe de taux a vraiment du mal à gérer justement l'action de la Fed et ce qui va se passer sur l'inflation. Problème, c'est qu'en Europe, on est piloté beaucoup plus par la courbe des taux américaine que par la courbe des taux européens. Ça reste une énigme.
On verra comment Christine Lagarde apporte peut-être un peu de clarté sur le plan européen dans l'analyse que la BCE fait de l'inflation, qui va encore surprendre à la hausse, sans doute, là, en ce début d'année 2022, et l'idée dans le marché que la BCE, à son tour, peut-être, montera les taux plus vite que ce qu'elle ne dit aujourd'hui. C'est ça, l'enjeu pour Christine Lagarde jeudi, toujours. Ouais, alors, le problème, je pense que l'enjeu pour Christine Lagarde, c'est de faire comprendre qu'on n'est pas à 7% d'inflation avec une boucle prix-salaire qui s'emballe. Voilà, et qu'on a des métriques économiques qui sont loin d'être aussi flamboyantes que de l'autre côté de l'Atlantique. Mais on a un taux de dépôt à moins 0,50. Le marché, dans son ensemble, et le marché action, même plus précisément, Stéphane, dans le sillage de l'analyse, de l'évaluation des politiques monétaires, des stratégies des banques centrales, comment vous regardez déjà les mouvements du mois de janvier, qui ont été d'une violence parfois historique, sous certaines métriques? Oui, très compliqué, le mois de janvier. Un marché perdu, en fait, en fin de compte. Et je souscris à ce qui vient juste d'être dit sur les différences de performance sectorielles entre les États-Unis et l'Europe. Donc il y avait vraiment un problème de cohérence. Je crois que la Fed, elle a tout simplement jeté un voile d'incertitude très fort sur un calendrier. Là où on était jusqu'à présent dans des forward guidance très, très clairs, plutôt assez limités, il y avait quand même ces dernières années assez peu de surprises. Et puis d'un seul coup, le débat qu'il y a eu entre vous dans les minutes précédentes montre bien l'amplitude des opinions et des perceptions qu'on peut avoir, ce qui veut dire volatilité. Mais je trouve que quand même, depuis décembre, la bonne nouvelle, c'était que la Fed montre qu'elle se préoccupe de l'inflation. Parce que si on n'avait pas eu ce type de message de durcissement, je pense que la situation sur les marchés aurait été bien pire. Très, très clairement. Alors maintenant, dans la situation actuelle, moi, je pense que le marché est un peu perdu parce que quand on regarde finalement l'évolution des taux depuis les annonces de la Fed, ils ont remonté un peu, mais pas tant que ça. Et si on regarde les taux courts notamment, je dirais que la courbe est assez plate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on dirait que le marché price une récession. Or, quand on regarde quand même les éléments macroéconomiques, on n'est pas dans cette thématique-là. Et pourtant, si on regarde boursièrement ce qui s'est passé, valeurs de qualité, valeurs résilientes, valeurs de croissance qui se sont fait quand même assez attaquer par rapport aux valeurs plus cycliques ou la value. Donc la volatilité, elle a plutôt été en faveur des dossiers plutôt risqués. Il n'y a pas une lecture fondamentale évidente. Bien sûr, il y avait des multiples de valorisation qui étaient plus élevés. On sortait de bons exercices. Peut-être que il fallait reprendre un peu. Mais c'est important, Stéphane. Vous dites, en tout cas, dans le marché action, pour l'instant, il y a un sujet de valorisation. Mais il n'y a pas d'inquiétude sur... Clairement, puisque l'élastique a été tendu, mais il n'y a pas eu... dans un autre... mais ce qui pose problème au marché action, c'est la valorisation d'une partie, justement, du marché action. À plus de 30 fois le PE, ça devient compliqué. Mais vous dites, il n'y a pas de signal d'inquiétude fondamentale sur la croissance. Écoutez, quand on écoute nos économistes et les économistes d'une façon générale, on n'est pas dans ce scénario-là. Alors, par contre, ce qui a clairement... je pense, dans le mouvement du marché, ça a été des craintes par rapport à l'impact de l'inflation sur les résultats. Et on a vu d'ailleurs que dès que certains résultats sont sortis, comme Microsoft, comme Louis Vuitton, etc., quand il y avait du pricing power, il y a eu un petit effet où finalement ça rassure un peu. Et donc je pense qu'il y a eu ce mélange de problématiques d'anticipation, cette volatilité autour de craintes et de risques qui peuvent être à un moment exacerbés, exagérés sur une thématique. Aussi le risque géopolitique qui est dans le marché depuis 2 semaines, dont on parle tous les jours. Donc ce cocktail-là a amené quand même une dissymétrie et des distorsions de valorisation et de performance sectorielle. Et plutôt en faveur des actifs qui vont peut-être un peu mécaniquement bénéficier de la remontée des taux, tels que les banques, l'assurance et les valeurs très en retard. Mais encore faudra-t-il que dans les mois qui viennent, ça permette de justifier la hausse des cours et le niveau de cours et les multiples que là, on aura sur ces secteurs. Donc un mois où on se fait très volatile, qui est plutôt un mois un peu compliqué, par exemple, pour les gestions qualité et croissance, très clairement. Ouais. Oui, des écarts de plus 15, moins 15 déjà entre ces différents styles et ces différents groupes de valeurs, on va dire. Mais à ce stade, on ne voit pas encore par rapport à l'inflation. Alors, elle est quand même moins forte en Europe, ça a été dit. Le chômage est aussi quand même
plus élevé, beaucoup plus élevé en Europe, à ce stade, on ne voit pas de signe encore récessif ou de rupture de phénomènes de demande dans les entreprises. On voit des impacts de coûts, notamment au niveau salarial, sur certaines activités, mais pour l'instant, on ne voit pas de dégradation, de détérioration des résultats. Donc, je pense que pour les 11 mois qui restent dans l'année, ce qui va être intéressant, c'est justement à partir du stock picking, la sélection de valeur, de rester sur les sociétés qui ont cette agilité, cette capacité à passer ces hausses de prix, ces hausses de coûts, et de maintenir quand même une trajectoire de croissance assez forte. Et l'Europe, là-dessus, est peut-être plus safe haven que les États-Unis. Mais aujourd'hui, je ne vois pas de risque encore de récession aux États-Unis, etc. Mais il est vrai que la géopolitique, là-dessus, clairement, s'il y a un problème avec la Russie, on peut se poser des questions sur les anticipations que peut avoir le marché, sur les prix du gaz notamment, le prix de l'énergie qui pourrait flamber, et ça peut casser de la croissance. Ça peut coûter, en admettant qu'on a un baril de pétrole qui monte à $130, j'ai vu quelques études qui montraient que ça peut enlever 1 point, 2 points oui, ça peut aller très vite, croissance. l'effet récessif. Voilà, ça peut aller vite. Donc on comprend les craintes à un moment donné, mais... Justement, la question, David, c'est à partir de quand on va s'inquiéter pour la croissance économique ? Parce que là, effectivement, le sujet, c'est l'inflation. On voit bien que les surprises sont encore plutôt orientées à la hausse, au moins pour quelques mois. Dans le même temps, je regarde les modèles d'évaluation économique en temps réel, par exemple, de la croissance américaine, le GDP Now d'Atlanta. Il nous dit, pour l'instant, on est parti pour faire 0 au premier trimestre. Venant de, on a fait quoi ? Plus 6,5%, 7% annualisé au quatrième trimestre. Oui, mais est-ce que ce premier trimestre, ce sera quand même aussi à un moment l'idée qu'on risque d'avoir déception sur déception sur le chemin de croissance aux États-Unis cette année? Est-ce que c'est un risque à avoir en tête? Et se retrouver dans une situation où on serait déçu par la croissance avec une inflation qui momentanément resterait encore très élevée, qu'est-ce que ça peut impliquer effectivement dans le marché, ça ? Le risque de stagflation. Ou perçu comme tel, j'en sais rien, parce qu'avec 4% de croissance, même ou 3,5 ou 3% de croissance, je crois que Goldman a déjà révisé à 3,2 la croissance américaine de 2022, venant de 3,8. Même 3 points de croissance, c'est pas l'idée d'une stagnation, tout à fait. Mais je pense que là, c'est beaucoup trop tôt pour commencer à parler de stagflation. En 2 mots, le mois de janvier. Effectivement, on a baissé de 3 à 4% sur les marchés européens, 10% par rapport au plus haut sur les marchés US, 15% sur le Nasdaq. Je pense que c'est quand même avant tout une correction des excès de fin d'année dernière. C'est pas une inquiétude sur la croissance, là, ce que vous... D'accord. En partie. Mais je pense qu'il y a quand même une forte composante, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs, en fait, qui ont sous-performé par rapport aux valeurs qui ont surperformé. On voit quand même, on finit le mois avec des surperformances massives des secteurs financiers, bancaires, de l'assurance, des télécoms, de l'énergie, et effectivement des moins 10 sur la techno. Si on prend le T4 2021, on avait quand même un re-rating très très fort de ces valeurs de croissance-qualité. Donc l'exemple le plus marquant, c'est effectivement le secteur de la techno américaine, concentré sur quelques valeurs, où effectivement, le niveau de valorisation commençait à être assez élevé en relatif d'une partie de la cote qui était complètement décotée, qui n'intéressait personne, et qui pourtant avait eu une dynamique de révision de bénéfices sur les derniers semestres, le deuxième semestre 2021, qui était finalement pas mal. Et les derniers résultats de ces boîtes value, cycliques, décotées, ce qu'on voudra, étaient très corrects. Mais le marché n'en tenait pas égard. Et sans parler de quelques mouvements d'habillage de bilan sur la toute fin décembre, on a fait plus 5% sur les 10 derniers jours de l'année quand même, en ligne droite, sans aucun... c'est un peu trop. Sans chiffre macro, on peut se rassurer sur une chose, c'est que Omicron était effectivement un variant plus light, qu'on allait pouvoir sortir plus rapidement de cette pandémie. Mais sinon, pour ce qui est du reste, c'était pas nécessairement de la nature à justifier cette accélération. Donc je pense qu'en tout cas, on a corrigé cet excès de fin d'année. Ça s'est fait à travers des pans de la cote qui, effectivement, étaient les plus spéculatifs. Le marché américain, le retail américain en état de capitulation. On a les compartiments SPAC, la tech non profitable, des pans entiers, le Bitcoin à $35 000. Donc, on a des pans entiers très spéculatifs qui corrigent. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une donnée nouvelle, mise à part un effet balancier, qui est cette fameuse hausse des taux réels et changement de pivot Fed, des changements politiques, qui a été le déclencheur. Voilà. Donc,
Je pense qu'on peut interpréter. À très court terme, on a commencé à avoir Microsoft, Apple, LVMH et d'autres. On avait un très très bon quatrième trimestre de croissance, on l'a dit, 7% aux US, ça sera le cas également en Europe. Donc je pense qu'on va avoir des bons résultats, des sociétés qui vont rassurer. Si on n'a pas, et ce qui a l'air d'être le cas à très court terme, une crise Ukraine-Russie qui dégénère, on a toutes les chances effectivement d'avoir soit un point d'entrée, soit une stabilisation, mais quelque chose d'un peu plus serein, étant donné que la Fed est derrière nous maintenant, à très court terme. Par contre, oui, je pense que le premier trimestre va être volatile, au gré des chiffres d'inflation, au gré des chiffres de croissance. Sur les chiffres de croissance, on peut décevoir du fait d'Omicron, clairement. La consommation va décevoir. Les chiffres d'inflation, on voit qu'avec la hausse des prix d'énergie, c'est pas pour tout de suite. Et on va avoir une Fed qui va continuer à être belliqueuse. Oui, elle ne va pas s'arrêter à cause d'un petit affaiblissement de la croissance américaine au premier trimestre. C'est pas ça qui la fera reculer. Je pense que dans le logiciel de la Fed, il y a encore potentiellement, c'est parce qu'elle souhaite, mais elle peut se le permettre, 5 à 10% de baisse des marchés actions US, d'une hausse des taux réels de encore 30-40 centimes, un élargissement des spreads de crédit, y compris high yield, c'est encore jouable. Donc le put est encore plus bas. Le put est plus bas. Donc on a pu ce put Fed. On va analyser. Bon, les résultats des boîtes peuvent rassurer, mais on va surtout anticiper et naviguer à vue. Pour autant, encore une fois, je pense que la réouverture de l'économie complète post-Omicron au printemps, l'essentiel du discours et de l'intégration par le marché de ce discours, ce qui est déjà en bonne partie de cas belliqueux de la Fed au premier trimestre, une réserve d'épargne très forte qui peut... Je pense qu'on peut avoir un très très bon deuxième trimestre de croissance, y compris aux US, et que ça peut être à nouveau un très bon point d'entrée en directionnel et une poursuite de la rotation qu'on a commencé à avoir. Pierre, si la Fed vise le resserrement des conditions financières, le marché n'a pas encore assez baissé. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Moi, je trouve que c'est très difficile de parler de marché uniformément, parce que moi, c'est ça que j'aime beaucoup dans les marchés américains, c'est que on laisse exploser les valorisations et après, il y a un retour sur terre qui est très brutal, mais au moins, on a des mouvements et puis des points d'équilibre. Il y a de l'ampleur, quoi. Non, mais il y a de l'ampleur. Non, mais il y a de l'ampleur, mais en fait, l'ampleur, il est dramatique pour les sociétés qui sont tirés par soit des flux, soit des espoirs. Et en fait, le principe de réalité, il suffit d'un petit élément déclencheur pour qu'un principe de réalité revienne. Et je trouve que dans le marché américain, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a, tout le monde le sait, plus de 50% des sociétés qui ont perdu 50% de leur valeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on peut véritablement trouver des gérants qui expriment quelque chose et ils peuvent trouver finalement des sociétés qui n'en pâtissent pas de ces mouvements très forts. Et c'est ça que moi j'aime beaucoup dans le marché américain, c'est qu'on n'hésite pas à miser fort, un peu comme du private equity, et puis si on a finalement une pépite qui explose, eh ben, ça va être formidable. Et donc le marché américain, je trouve cette phase-là que vous décrivez, elle est un peu passée. Enfin, jusqu'à la prochaine fois, j'en sais rien. Mais c'est ça qui est génial, c'est que finalement, on a changé d'époque. Je pense que le marché a véritablement bien intégré les réouvertures de l'économie. On est complètement... le Covid, c'est fini, quoi. En tout cas, fini jusqu'à sauf si bien évidemment on a chose égale par ailleurs, etc. Oui. Mais en fait, les boîtes qui se sont valorisées sur des espoirs dus au Covid, en fait, la vie normale reprend et je trouve qu'on revient sur des fondamentaux très intéressants. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés style Peloton qui ont perdu, je sais pas, Netflix, 80. Zoom, DocuSign, toutes ces boîtes-là. Voilà. Certaines d'entre elles ont quand même gagner des années de business à travers la pandémie. Bien sûr, mais je pense que Netflix, ce qui est intéressant, c'est que c'est simplement sur les anticipations du premier trimestre, notamment sur les gens qui vont souscrire l'abonnement, que ça a très fortement baissé. Mais enfin, ça a baissé d'une ampleur. Ouais. Mais on commence déjà à reprendre le chemin de la hausse sur Netflix. C'est vraiment pas le cas quand on veut faire du vélo d'appartement avec un coach virtuel. Là, je pense que le business model est un peu cassé. D'ailleurs, Peloton a arrêté la production de certains de ses vélos. Donc, on est... Donc c'est un marché assaini, en fait, là, que... En tout cas, c'est un marché... Moi, je pense que c'est un marché qui revient sur une autre dynamique. Et c'est ça qui est véritablement intéressant. On regarde aussi les valeurs de l'environnement. Les valeurs de l'environnement se sont fait massacrer bien sûr. En 2021. Et ça continue en 2022. Et justement...
on va voir ce que va être le relais politique pour revivifier finalement une économie plus verte. Alors, on est en campagne présidentielle, on sent bien que c'est totalement inaudible, mais on espère avoir des plans à long terme. Tout ça pour dire que le Covid, au niveau américain, c'est complètement fini à mon avis. On repart sur des fondamentaux, sur des entreprises qui vont bien et qui vont mal. On sépare le bon grain de l'ivraie. Et je pense que ça va être une année très intéressante sur le plan de qui vont être les réels vainqueurs de cette crise et comment on va naviguer avec une hausse des taux qui finalement est inéluctable et qui va avoir suffisamment de pricing power pour passer ces hausses de taux dues à l'inflation au prix aux consommateurs. Et ça veut dire, là, en tant qu'intervenant de marché, il y a déjà des mouvements que vous mettez à profit qui sont intéressants pour construire, reconstruire ou commencer à construire des positions de moyen-long terme là, sur... Alors, très honnêtement, on a fait ça en décembre. On a un peu revu les portefeuilles justement pour les remettre a priori d'équerre. On a été un peu pris à contre-pied par ces mouvements de marché, notamment en fonction des thématiques des fonds. Sur les taux, on va dire qu'on a bien vu le mouvement de hausse des taux. Sur les marchés actions, on reste quand même relativement en croissance. Et c'est vrai que c'est pas ce qui est pour l'instant, c'est ce qui souffre un peu plus. Les résultats, effectivement, on l'a déjà un peu évoqué, mais est-ce qu'ils vont permettre de remettre un petit peu l'église au milieu du village ? Vous citiez tout à l'heure du Microsoft, du LVMH. C'est vrai que c'est des titres, c'est intéressant, parce que c'est des titres qui ont baissé d'un peu plus de 10% déjà au cours du mois de janvier, avant la publication de leurs résultats. Et les résultats ont permis à ces titres, alors, de rebondir, ou en tout cas d'arrêter quand même de baisser. D'installer une résilience. Une espèce de coussin, bien sûr. Je pense que ça permet quand même de limiter un excès de pessimisme ou alors un peu des ventes à découvert sur certains dossiers, parce qu'il y avait un peu qu'un style au mois de janvier. Donc, c'était un peu le sujet. Oui, mais je pense qu'on verra ça à peu près sur chaque saison de résultats, parce que si le marché doute de l'économie et de la croissance, ça permettra effectivement de valoriser le stock picking si on a bien vu les résultats. Et d'ailleurs, nous, pas plus tard qu'en fin de semaine, on a repris un certain nombre de dossiers sur quelques secteurs cycliques. On pense qu'en 2022, le scénario central reste un scénario de croissance économique. Effectivement, on peut discuter du demi-point entre 3,5 et 4, ou moins s'il y a un événement exogène. Oui, j'espère qu'on ne discutera que d'un demi-point d'écart, qu'on ne discutera pas de plus, parce que... non, mais entre 3,5 et 3,5, c'est un peu de la... Je sais que le sentiment tourne vite quand on la vise à la baisse en permanence. Vous aviez raison sur la dégradation de la dérivée seconde, mais on est peut-être allé un peu loin au mois de janvier, là-dessus. Et après, derrière, effectivement, on a quand même quelque chose qui est solide, c'est qu'après, l'investissement des entreprises reste extrêmement robuste. Et ça, on le voit. Donc, nous, on pense que justement, ce qu'on a vu au mois de janvier nous a permis de revenir sur des dossiers sensibles à l'investissement des entreprises. Il y a, bien sûr, dans le domaine industriel, dans le domaine des chaînes de logistique, par exemple, avec une société comme Sigro qui fait des entrepôts et loue et met à disposition. Un dossier comme Adevinta aussi, qui est... Donc, vous dites le redémarrage d'un cycle de CAPEX. Alors, on verra, parce que pour les entreprises qui investissent, peut-être qu'à court terme, pour les marges, ça peut être compliqué, mais vous dites qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui vont devoir servir ces investissements. Ça nourrit la croissance. Ça nourrit la croissance future, et on va le voir. Et en tout cas, les carnets de commandes, pour les sociétés qui sont sensibles et qui répondent à cette demande-là, du secteur privé, sont quand même très élevés. On est sur une dynamique qui est très forte. Donc ça, c'est ce qui nous intéresse, et c'est plutôt ce type d'entreprise, ce type de secteur qu'on favorise depuis le début de l'année. Dans les sujets du moment, alors il y a la politique, bien sûr, avec déjà une situation italienne et une situation portugaise aussi, ne l'oublions pas, éclaircie. Majorité absolue pour le Portugais António Costa, qui est Premier ministre depuis 2015. Le Portugal a été quand même une énorme recovery de la crise souveraine européenne, avec une grande stabilité politique et un pouvoir de centre-gauche socialiste qui est toujours en place aujourd'hui. Et puis la situation italienne, alors, est-ce que Mario Draghi, qui reste président du Conseil pour quelques trimestres, en admettant qu'il n'y ait pas d'autres secousses politiques, est-ce que c'est vraiment mieux que Mario Draghi qui serait devenu président de la République pour 7 ans, du point de vue du marché, j'entends ?
David? Je pense que le marché l'a bien perçu. Le spread Bund BTP s'est resserré d'une dizaine de BP. C'est la continuité. Mario Draghi, c'est un pro construction européenne. Il peut accompagner d'autres leaders. On verra en France qui gagnera l'élection présidentielle, mais si c'est effectivement un pro européen comme Macron, ça peut accompagner les plans de relance budgétaires qui sont massifs et qui bénéficient à ces économies du sud de l'Europe, Espagne, Portugal, Italie. La confiance des consommateurs, d'ailleurs, en Italie est à un plus haut historique. Je crois que la confiance des entrepreneurs aussi. Donc, ils bénéficient vraiment à plein de ces plans. Alors, il s'avère que le Mattarella, donc, qui est effectivement maintenu président, a fini par accepter, mais ce n'était pas le scénario central, quand même, clairement. Non, c'est un scénario, un statu quo par défaut. Un statu quo par défaut, voilà. Et c'est vrai que je pense qu'ils ont laissé quelques plumes, dans la mesure où on a vu qu'il était quand même compliqué de se mettre d'accord. Il est possible que certains plans de réforme de Draghi en 2022-2023 soient un peu plus compliqués à faire passer. Donc voilà, à suivre. Mais globalement, non, c'est plutôt une bonne nouvelle pour. C'est globalement positif, mais il faut surveiller quand même. Derrière ce statu quo, vous dites, il y a peut-être quand même une petite fragilisation quand même. Est-ce que Draghi, l'équilibre politique toujours compliqué en Italie, mais qui tient pour l'instant. C'est ça. Enfin, en même temps, Matteo Salvini, je crois, n'a pas réussi à faire passer un président de droite, donc il a également perdu des plumes. Donc finalement, c'est une espèce de statu quo. On verra sur quoi ça va déboucher en termes de plan de relance, mais je pense que c'est quand même plutôt très, très positif. Cette dimension politique, alors je ne sais pas comment elle se traduit dans les marchés, et puis est-ce que pour l'Europe, ça reste ce sentiment de confiance qui tient aussi à la nature de certains leaders politiques. Je ne sais pas, est-ce que c'est un socle rassurant pour l'investisseur qui s'intéresserait à l'Europe, Pierre? C'est rassurant pour l'Europe. Ouais, sans plus. Non, mais c'est bizarre. Non, pour la construction européenne, c'est très bien. Mais, je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr que la politique des États membres de la zone euro ou de l'Union européenne soit si importante. Problème, moi je me mets toujours à la place d'un Américain qui veut investir en Europe, notamment boursièrement, c'est toujours compliqué. Parce que la conversation sur le pacte de stabilité, elle va être difficile, on le sait, entre l'Allemagne et d'autres. Il va falloir y retourner, quoi. Voilà, mais justement, je pense que c'est très compliqué pour un investisseur international de s'intéresser à une Europe à moitié construite, dont certains États ont une monnaie commune, mais pas de règles fiscales communes. Voilà, je pense que c'est compliqué. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très surprenant ce mois de janvier. On est beaucoup moins volatile que les États-Unis. Et ça reste pour moi, ça restera une énigme janvier 2022, parce que d'habitude on est quand même les pays émergents émergés, et là cette fois-ci on est moins volatile que les États-Unis. D'ailleurs, il y a des émergents relatifs qui ont très bien tenu. L'Asie et le Brésil ont très bien tenu, par exemple, au démarrage de cette année 2022. Et comme les marchés européens. J'aime bien. Je pense qu'il y a quand même des raisons fondamentales à la surperformance de l'Europe. Merci, David. Mais c'est pas les flux internationaux. Enfin, peut-être, mais... Alors, donc, effectivement, il ne faut pas oublier le retail américain, effectivement, qui est très détenteur d'actions et qui a vendu massivement ses actions américaines. Oui. Vous pensez qu'ils sont venus acheter des actions européennes? Et pas nécessairement actions européennes. Et je pense qu'on a quand même un mix croissance, plan budgétaire, politique centrale, banque centrale plus accommodante, qui est quand même plus... à court terme, plus lisible, mais sur les très grosses capitalisations, parce qu'on a vu que c'était pas vraiment le cas sur les small et mid. Tiens, à propos de small et mid, on en vient au dossier Orpea. Avec vous, Stéphane, parce qu'on se connaît depuis longtemps et puis on a connu, vous en tant qu'investisseur, moi en tant qu'observateur, commentateur, les grandes années d'Orpea au milieu de la décennie 2010 notamment. C'était une valeur darling, la croissance rentable, impeccable, exécution impeccable. Un positionnement sur un secteur démographiquement forcément en expansion. Alors, ça faisait déjà quelques années que c'était peut-être plus la darling que ça avait été. Néanmoins, ça restait quand même une valeur qui était visiblement trop bien notée encore sur le plan de l'ESG, en tout cas une valeur dont on avait du mal à imaginer une controverse de l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui. La réaction de marché est très forte, c'est sûr. Elle avait souffert pendant la période du Covid déjà, ce qui était logique, puisque les résidents, le business model a quand même été aussi mis à l'épreuve
de la crise sanitaire. Mais les controverses, puisque vous faites allusion aux controverses du livre, c'est des controverses qui ne sont pas nouvelles sur le secteur, mais sur lesquelles on avait plutôt, jusqu'à présent, peut-être un aspect de phénomène isolé. Et un fait divers ne fait pas une généralité ou un système en cours. Mais nous, pour être tout à fait franc, on avait sorti la valeur Orpea de nos portefeuilles été 2021. Pas parce qu'on savait qu'un livre allait sortir et qu'on avait les preuves avancées, je n'irai pas sur ce terrain-là, mais tout simplement sur 3 facteurs qui, vous allez le voir, sont liés entre eux. Vous savez qu'on utilise l'information extra-financière comme moyen de valider la qualité de l'entreprise. Et très clairement, dans la mise à jour du dossier Orpea, qui pourtant avait les taux de réponse les plus élevés dans nos questionnaires extra-financiers, des indicateurs chiffrés, des indicateurs qualitatifs. En quantité, il répondait à toutes vos questions. Oui, et en qualité, quand on regardait à l'intérieur, notamment dans les éléments sociaux, sur un secteur hautement sensible du point de vue social, avec des controverses toujours un peu permanentes, et puis une sensibilité peut-être accrue après le Covid sur certains sujets, on avait du mal, dans les réponses de l'entreprise, à pouvoir jauger de la dynamique d'amélioration, de progrès ou le suivi de problématiques de fidélisation du personnel, de conditions de travail, etc. Mais sans avoir forcément de perception spécifique et précise, avec donc une dégradation un peu du signal extra-financier qui nous amenait nous à nous questionner sur le statut qu'on avait donné à la valeur. On lui a du coup pas du tout accordé le meilleur statut possible, pour être franc, sur le secteur. Et puis en face, à côté de ça, en parallèle, pas en face, un risque de gouvernance identifié avec l'entrée du fonds canadien, probablement toujours historiquement à la recherche d'une performance, et un business model avec une stratégie de différenciation, c'est-à-dire on propose des services plutôt haut de gamme avec une valeur ajoutée, des pricing plus élevés, parce qu'il y a une valeur perçue par le client dans le positionnement, dans les prestations, etc. Et donc peut-être une antinomie possible entre les contraintes d'un business model, la recherche de rentabilité, et notamment, c'était le 3e point qui nous avait également gêné, sur le dossier, 1 milliard de CAPEX qui avait été investi sur l'Amérique du Sud et pas de retour sur investissement en termes de revenus comme de profitabilité avant 2024. Donc malgré le beau profil de croissance, malgré une apparence extra-financière plutôt bonne, mais avec une dynamique en dégradation d'après notre estimation, on avait décidé de se séparer du dossier. Ça avait été un débat. Donc je crois que ce qu'il faut retenir de ça, la notation, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous depuis des années là-dessus, ne fait pas tout. Il y a des signaux faibles. Dans ce cas précis, on a su l'interpréter et le mettre en œuvre et l'acter en termes de décision d'investissement. Je pense vraiment que le ESG sert à ça. C'est à nous d'essayer de bien suivre ces signaux quand ils apparaissent. Petit tour de table rapide, là, un ou quelques enseignements de l'affaire Orpea. Qu'est-ce que vous en retirez jusqu'à présent chez Mirova, David ? Alors, donc, effectivement, l'enquête est en cours, mais si les faits sont avérés, c'est absolument inacceptable. Donc, toute la question, c'est de savoir si c'est des pratiques généralisables à l'ensemble des EHPAD ou si ça concerne quelques endroits. Pour autant, donc nous, effectivement, certains portefeuilles sont investis dans Orpea, soit en actions, soit en obligations. Pour l'instant, c'est statu quo. On attend d'avoir plus de preuves, plus d'informations. On a investi, et on est encore investi dans Orpea, puisqu'on pense que, en tant qu'investisseur responsable, développement durable, les sujets de dépendance sont des sujets à traiter. Compte tenu de nos sociétés occidentales, on voit que ça passe par donc ce type d'établissement, contrairement à d'autres sociétés culturelles où les anciens sont pris en charge par les familles. Et c'est un fait avéré, c'est pas le cas dans nos sociétés. Donc il faut traiter et financer cette dépendance. Pour ce qui est du cas d'Orpea, effectivement, on est plus dans une problématique d'engagement à ce stade pour essayer de faire progresser les pratiques, voir dans quelle mesure il ne peut pas y avoir plus de contrôle, plus de réglementation, mais pas dans une optique, à ce stade, encore une fois, puisque l'enquête est en cours, de vendre de manière
Oui, de désinvestir totalement le dossier. La décision est le encore... Après, je dirais que n'est pas sinon, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir qu'effectivement, ces sujets extra-financiers ressortent vraiment... éclate au grand jour, éclatent même. au grand jour Je dirais, et deviennent un paramètre sûr. à part entière dans l'investissement de nos jours, quoi. Pierre, si vous avez un mot... Très rapide, on voit bien que c'est pas les comptes qui font les pets dans les portefeuilles, hein, c'est bien les critères extra-financiers, et c'est pour ça que on travaille beaucoup à essayer de sourcer des métriques implacables sur ces données, et essayer d'entrevoir l'avenir. Bon, dossier Orpea, on n'a pas fini d'en parler, mais c'est vrai que c'est quand même la controverse majeure qui éclate au grand jour et qui met l'ESG un peu plus encore sur le devant de la scène. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités de Planète Marché avec nous ce soir en plateau.